Donc, bienvenue à notre autre cours d'INF 5111. Cette semaine, on continue notre épopée dans l'exploitation de données. Puis aujourd'hui, on va en fait faire un lien entre nos deux tracks qu'on regarde depuis le début de la session. Donc, depuis le début de la session, on a comme deux séquences d'apprentissage parallèles. On avait une première séquence d'apprentissage sur la partie de programmation, la partie en Python qui me permettait de faire des opérations, des manipulations mathématiques, arithmétiques, faire l'utilisation de fonctions qui me permettaient de transformer des données, trouver des réponses, faire des calculs. Puis le principe de variable, tous ces éléments-là, dans le notebook qu'on utilisait dans Google Colab. Donc, on avait cette première track-là qui existait. La semaine passée, on avait vu le principe de la librairie Pandas, qui est basée sur le fondement de la librairie NumPy derrière, pour être capable d'avoir un data frame qui me permet d'avoir des données nommées, numérotées avec un index, des colonnes avec des noms. Donc, on avait tous ces éléments-là disponibles. Puis, à côté de ça, on avait une deuxième séquence, une deuxième track de base de données où on a regardé des SGBD-R, donc des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, ou c'est qu'on veut juste dire des bases de données. Puis, on avait vu comment exploiter des données, donc comment aller chercher des informations, comment aller chercher avec le select, différentes informations à l'intérieur de la base de données. Puis, on a dernièrement fait, la semaine passée, le principe de jointure qui me permettait de prendre deux tables qui étaient associées avec une clé étrangère qui pointait sur la clé primaire d'une autre table, puis d'être capable d'avoir un résultat qui allait combiner les deux tables ensemble, avec majoritairement celui qui était le plus utilisé, le inner join, qui me permettait de prendre les éléments connexes puis de les faire relier un avec l'autre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Puis on voyait le principe aussi avec Pandas des jointures avec le merge qui était capable de faire le même genre d'opération. Donc on voit que les deux convergent vers les mêmes idées. Aujourd'hui, on continue cette convergence-là, puis on va aller regarder deux parties conceptuelles, puis une partie pratique. La partie pratique va être sur comment est-ce qu'on fait pour relier tous ces éléments-là ensemble pour être capable de régler des problèmes réels. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir différentes données qui viennent d'un peu partout, de bases de données, possiblement de fichiers, puis être capable d'envoyer ça dans mon environnement de programmation, puis de commencer à faire des opérations, de commencer à sortir des réponses de là. Donc, on va aller regarder comment, avec Pandas, on est capable d'aller chercher des informations sur des données externes, sur des fichiers externes. Puis, en plus de ça, padder de chaque bord, donc on va aussi avoir des éléments conceptuels. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les procédures ETL, qui sont un peu le fondement de qu'est-ce qui se passe dans un problème de science des données. Puis, après avoir vu les données externes, on va aller regarder les principes des SGBD, voir c'est quoi que ça nous apporte comme avantage d'avoir un gros logiciel d'installer qui est capable de faire un paquet de choses. Donc, on a comme premier sujet de la journée le principe des procédures ou du processus ETL. Donc, on avait jasé durant la première semaine du cycle de vie des données. Donc, on avait parlé de comme chacune des étapes à laquelle qu'on utilisait pour être capable de comme fournir les différents titres ou les différentes sections d'un cycle de vie d'une problématique avec la science des données. Le principe ETL est un principe plus spécifique quand on commence à travailler avec des procédés informatiques, des procédés de programmation, quand on travaille dans nos environnements, puis qu'on veut être capable de prendre un problème, de comme
le bidouiller de notre côté, puis après ça, d'avoir des réponses, puis être capable de travailler avec ces réponses-là. C'est le principe que nous, on utilise quand on va vouloir régler des problèmes. C'est le principe que la majorité du monde en sciences des données utilise pour régler les problèmes. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi ces différentes étapes-là, qu'est-ce qui implique, puis des exemples de chacune des étapes possibles. Fait qu'on va commencer, fait que le principe du ETL, c'est un acronyme qui est un acronyme anglophone pour Extract, Transform et Load, qui sont les 3 étapes fondamentales quand on travaille dans un problème de sciences des données. Fait qu'on va commencer avec le premier de la gang, le principe du extract, donc l'extraction. Donc, quand on parle d'extraction, c'est pas d'enlever quelque chose, c'est pas d'excaver quelque chose. Quand on parle d'extraction, c'est d'aller extraire des données d'une source quelconque externe pour pouvoir venir l'importer à l'intérieur de mon environnement de travail, à l'intérieur de mon environnement de programmation. Donc, quand on parle d'extraction, on va parler d'une lecture de données externes, d'être capable d'aller dire, OK, ben, j'ai une base de données, j'ai un fichier Excel, j'ai un formulaire que le monde a rempli, puis je vais être capable de prendre toutes ces informations-là, puis être capable de les avoir dans mon environnement pour être capable de travailler avec. Donc, la partie d'extraction, ça va être d'être capable de copier, lire, aller chercher les données, puis les mettre dans notre environnement. Le principe ici, c'est que les sources originales ne sont pas affectées par ce qu'on va faire par la suite. Donc, quand on parle d'extraction, le principe, c'est qu'on n'est pas relié à cette source-là. Ça devient une copie de la donnée qu'on va pouvoir transformer, qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut avec, sans avoir de souci de bousiller quelque chose dans la source principale de l'environnement. Donc, quand on travaille, mettons, en programmation, puis qu'on est avec, mettons, Pandas, le principe, c'est comment est-ce que je fais pour me rendre à avoir des data frames que je peux commencer à utiliser. Donc, on va voir tantôt qu'est-ce que ça implique, en fait, comment est-ce qu'on fait pour aller lire des fichiers externes. Puis, on va être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que ça, c'est notre première étape, l'extract. Okay, ou la lecture d'informations pour insérer ça dans notre environnement. Deuxième étape, on a le transform ou la modification ou l'étape de calcul. Donc, le principe de cette étape-là, c'est d'être capable de prendre les données que j'ai mises dans mon environnement durant l'extraction, puis être capable de appliquer des formules, être capable de trouver des moyennes, être capable de générer des nouvelles données, être capable de trouver des réponses. Donc, tout ce qui est calcul, tout ce qui est transformation, tout ce qui est modification, ça fait partie de cette étape-là. Ça se peut aussi qu'on supprime des données, on les filtre parce qu'on dit qu'on n'en a pas besoin pour notre réponse. Ça se peut qu'on transforme une partie des données en disant ben, je vais prendre toutes les valeurs puis les additionner de 100 ou des choses comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Tout ça, c'est des transformations. On a aussi à l'intérieur des transformations le principe plus poussé d'intelligence artificielle. Donc, nous autres, ce n'est pas quelque chose qu'on va traiter directement, mais avec l'intelligence artificielle, okay, de devoir faire apprendre ce qu'on appelle un modèle d'apprentissage, ben, ça va se faire durant la transformation parce qu'on crée quelque chose de nouveau, le modèle d'apprentissage. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette étape-là. Donc, avec Pandas, on a des fonctions d'agrégation. Donc, on avait vu les fonctions d'agrégation en SQL, hein, les affaires comme somme, moyenne, des choses comme ça. On a le même principe quand on travaille avec Pandas. Donc, on va aller regarder ça aussi dans les transformations avec les procédures ETL durant l'étape T du transform. La troisième étape, le load pour le chargement ou la sauvegarde, ça va être le principe que oui, OK, j'ai pris mes données, je les ai insérées dans mon environnement, puis une fois qu'ils étaient dans mon environnement, ben, il fallait que je trouve une manière d'être capable de sortir
ces informations-là de cet environnement-là. Donc, d'être capable habituellement de sauvegarder un fichier externe, d'avoir un affichage d'un graphique, de générer un rapport PDF, de générer un document Excel avec les différents résultats, avec les différentes nouvelles versions des données. C'est notre dernière étape quand on travaille avec le processus ETL. Donc, le principe, c'est, dans mon environnement, c'est des variables, c'est des calculs, c'est des instructions en Python. Moi, je vais être capable d'avoir quelque chose de tangible, de persistant. Donc, je veux avoir un fichier de données, je veux avoir une image, je veux avoir un rapport, quelque chose qui me permet que ça soit sorti de l'environnement avec lequel je travaillais. On va voir dans le cours, plus tard, durant la deuxième partie du cours, le principe de la visualisation. Donc, nous autres, le load va beaucoup prendre une forme d'une image, okay, pour être capable de voir, pour être capable de canaliser de l'information à travers une problématique. Fait qu'on a le processus ETL qui me permet de dicter un peu comment est-ce qu'on peut s'attaquer à un problème quand on travaille avec des données, okay, dans un problème de science des données. Donc, l'extraction, qui va aller lire des données, les mettre dans mon système. La transformation, qui va être capable de modifier, calculer, créer des nouvelles données. Puis le chargement, le load, qui va me permettre de sortir ces données-là de mon système, puis d'avoir une nouvelle version persistante des réponses que je voulais aller chercher. Fait qu'on a ça comme principe. Vous allez voir que quand on va avancer dans le cours, je vais rattacher ces termes-là aux différentes actions qu'on va prendre. Puis à chaque étape, je vais dire, ben ça ici, c'est des fonctions de l'extraction dans le processus ETL, on est dans la transformation et ainsi de suite, pour bien comprendre où on est dans notre processus. Fait que nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est être capable d'aller voir comment faire cette première étape-là d'extraction avec notre librairie de sciences des données Pandas qu'on avait commencé à voir la semaine passée. Fait qu'on va être capable d'aller chercher des informations de sources externes de données. Mais avant de commencer à voir comment est-ce que ça marche avec Pandas, on va voir que les sources de données externes sont quand même assez larges. Donc, le principe ici, c'est que je veux prendre du temps pour vous expliquer c'est quoi ces différentes sources de données externes possibles-là pour qu'on sache un peu c'est quoi les sources de données possibles qui peuvent exister. À l'intérieur de ces possibilités-là, il y a un peu évidemment les bases de données. Donc, une base de données qui existe, qui a des informations, je vais pouvoir la prendre puis amener ces informations-là dans mon système. Donc, ça, c'est une source de données externe possible. Cela, on la connaît déjà. Nous autres, on va en regarder d'autres aujourd'hui, particulièrement ceux qui sont dans des fichiers externes. Fait que le principe, c'est qu'on va être capable d'aller extraire des données de différentes sources externes, incluant des fichiers de données. Fait que, mettons, j'ai un fichier Excel, mais il existe d'autres types de fichiers de données dans le monde des sciences des données qui reviennent assez souvent. Fait que je voulais venir regarder avec vous pour être capable de travailler puis d'être capable de représenter ces différents types de fichiers-là. Donc, le premier type de fichier externe qu'on va regarder, ça va être un fichier CSV. Donc, avant de commencer de parler de fichier CSV, on va parler d'un terme plus général qui est le principe de fichier texte. Donc, les fichiers texte, c'est des fichiers qui portent bien leur nom parce qu'à l'intérieur de ces fichiers-là, il y a seulement des données textuelles. Donc, des données textuelles, on avait vu ça, les chaînes de caractères, c'était sauvegardé comme étant des codes ASCII, blablabla. Donc, des fichiers texte, c'est des fichiers qui ont seulement à l'intérieur comme contenu le texte qui nous permet d'être
la représentation des données. Donc, ça ici, il faut faire attention parce que des fois, on peut penser qu'un document est un fichier texte, mais ça ne l'est pas. Tu sais, comme mettons, genre un document Word, quand j'ouvre un fichier avec Word, ce n'est pas un fichier texte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste du texte qui est sauvegardé dans un document Word. Il y a tout le formatage du document qui est sauvegardé avec le document Word. Donc, il va avoir les marges, il va avoir l'entête, il va avoir s'il y a une image, son positionnement, les couleurs des marges, les encadrés des tables, et ainsi de suite. Plein d'informations connexes qui ne sont pas purement le texte que moi je veux sauvegarder. Donc, la problématique avec ça, c'est que quand je veux seulement transférer des données, toute cette information-là est superflue. Puis, on avait... c'est difficile à passer au travers de ces documents-là. Un ordinateur a de la misère à bien faire ça rapidement. Donc, il existe des formats de fichiers texte, donc des fichiers texte, donc juste du texte, puis des fichiers formatés, donc qui sont écrits d'une certaine manière, qui va nous permettre de transférer des données pour que entre des ordinateurs, ça soit facile de transférer ces données-là. Donc, nous autres, ça nous donne un fichier que nous, on peut regarder en tant qu'être humain, puis qu'on peut comprendre, mais que c'est vraiment fait pour un autre ordinateur. Fait qu'on va avoir le premier type de fichier, qui est le fichier CSV. Donc, le fichier CSV, encore une fois, il y a bien des choses qui portent bien son nom. Celui-là aussi, c'en est une. CSV, c'est un autre acronyme pour Comma Separated Values. C'est un fichier texte qui va représenter des informations, qui va représenter des données comme dans un tableur, comme dans un classeur d'Excel. Le principe, on garde le principe de ligne, puis de colonne, okay, puis d'informations à l'intérieur de comme une cellule ou d'une case qui va nous permettre de présenter ces informations-là. J'ai une question de Jean avant de continuer. Oui, comme le fichier CSV ressemble beaucoup à un fichier Excel, est-ce qu'un fichier Excel, c'est un fichier texte aussi? Donc, bonne question. Le fichier Excel n'est pas non plus un fichier texte. Pourquoi? Parce qu'il va contenir, encore une fois, plus que juste le texte. Parce qu'un fichier Excel, premièrement, c'est séparé en différentes feuilles. Puis là, à l'intérieur des feuilles, tu as des cellules, mais là, tu peux avoir des cellules qui ont des couleurs, tu peux avoir des cellules qui ont des encadrés, tu peux avoir des cellules qui ont des formules qui vont être calculées. Donc, les fichiers Excel sont encore une fois des fichiers qui sont augmentés plutôt que juste des fichiers texte. C'est plus que juste des données. Donc, le but du fichier texte, c'est d'être seulement les données textuelles. OK, mais si on sauvegarde ces fichiers Excel en CSV, donc c'est quoi maintenant? Fait que si ça, t'apporte un point intéressant, où c'est que Excel, le logiciel, est capable d'ouvrir un fichier CSV, puis est capable de comprendre le format, puis de te l'afficher d'une manière qui est augmentée. OK? Puis on va aller voir justement un exemple de ça, mais le principe, c'est que le fichier lui-même, le contenu du fichier, lui, il reste simple. C'est l'application qui prend cette information-là puis qui comme level d'une certaine manière. Puis là, je fais la distinction entre, il y a l'application Excel qui est capable de lire différents types de fichiers. Par défaut, l'application Excel fait des classeurs d'Excel qui ne sont pas des fichiers texte. Mais à côté de ça, tu as des fichiers CSV qui sont des fichiers texte qui peuvent être lus par Excel aussi, puis être représentés comme étant un tableur. Mais derrière, les données à l'intérieur ne le sont pas. Pour démontrer ça, on va aller regarder cet exemple-là ici. Fait que, on a ici un exemple de à quoi ça ressemble un fichier CSV. Donc, comme j'ai dit, ça portait bien son nom. Comma pour virgule. Separated, donc les virgules séparent des values, donc les valeurs. Donc, les valeurs sont séparées par des virgules. Donc, si on regarde l'exemple ici, on peut bien voir qu'est-ce que ça implique. On a le principe de différentes colonnes, puis les différentes colonnes sont délimitées, sont séparées par une virgule. Puis après ça, sur chaque ligne, on a un enregistrement, une ligne d'information, qui, à son tour, les différentes informations vont être séparées par une virgule.
Puis cette information-là est possible. Ici, donnez-moi un petit instant. New Notebook. Donc, pour un peu voir qu'est-ce qui se passe avec ça, je me suis ouvert un nouveau notebook dans Google Colab pour être capable d'aller importer des fichiers dans Google Colab. Donc, c'est possible d'aller travailler avec des fichiers externes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un onglet dans Google Colab qui va travailler avec les fichiers externes, qui est l'onglet Fichiers ici. Donc, le petit dossier. Si je clique sur le petit dossier, ça m'envoie dans le dossier Files, okay, qui me permet de déposer des fichiers à l'intérieur. Donc ici, j'ai un bouton Upload qui va me permettre de déposer des fichiers à l'intérieur de ce dossier-là. Je peux aussi prendre un fichier directement dans mon explorateur de Windows. Là, vous ne le voyez pas, là, mais je le drague à l'intérieur. Puis là, le principe, c'est que ce fichier-là va être disponible durant ma session. Donc là, il faut faire attention, avec Google Colab, les données sont un peu éphémères parce qu'on est en train de louer l'ordinateur de quelqu'un. Donc, ce fichier-là ne sera pas sauvegardé à long terme. Donc, si vous avez besoin, faites une copie locale, faites juste le draguer, prenez les données. Mais la prochaine fois que tu ouvres Google Colab, il faut réouvrir cette partie-là. Donc, si je regarde ici, j'ai le fichier CSV. Donc, si je l'ouvre, c'est littéralement le fichier qu'il y a à l'intérieur. Puis là, ici, j'ai donné l'extension .txt pour dire « Hey, c'est un fichier texte. Rouvre-les comme si c'était un fichier texte. » Qu'est-ce qui est intéressant, c'est si je prends le même fichier, OK? Donc, le contenu de ces deux fichiers-là sont exactement identiques. Là. La seule chose que j'ai changé, c'est l'extension pour que ça devienne .csv. Puis là, si j'essaie de l'ouvrir avec Google Colab, ben Google Colab, il est conscient de c'est quoi un fichier CSV. Là. Il est conscient que si j'ai mis l'extension CSV, OK, ben là, je m'attends à avoir des virgules, puis après ça, il va avoir des lignes, puis sur chaque ligne, c'est une information. Fait que lui, il prend cette information-là, puis il est comme, ben moi, je suis capable de te la présenter d'une meilleure manière. Là. Fait que lui, il va la présenter d'une manière plus élevée, comme Excel aussi est capable de faire. Donc, quand tu ouvres un fichier CSV avec Excel, ça va te le présenter de cette manière-là. Mais derrière, il n'y a rien qui est différent dans le texte du fichier. J'ai une question de M. Piskin. Advenons que j'ouvre, mettons, un notepad sur l'ordi, puis là, j'écris le même texte que vous aviez dans le document .text, mais que finalement, je fais juste le sauvegarder comme CSV, dans CSV, fait qu'automatiquement, l'ordi va être capable de l'ouvrir comme on le voit ici maintenant. Exactement. Donc, un ordinateur va souvent utiliser seulement l'extension du fichier pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis l'interpréter de la bonne manière. Donc, de juste toi-même fournir une extension d'un fichier texte, parce que les deux, c'est des fichiers texte. C'est juste que lui, on sait ça va être quoi qu'il va avoir dans ce fichier texte-là. Il va avoir des lignes qui vont être séparées par des virgules à l'intérieur, qui vont représenter des colonnes. Fait que lui prend ce fait-là et est capable de changer l'affichage. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a le principe de fichier CSV. Ici, en passant, c'est des virgules par défaut, mais si pour quelconque raison, on a un besoin d'avoir des virgules à l'intérieur de nos données, il existe des alternatives où c'est que le délimiteur est une autre valeur que la virgule. Comme un point-virgule, comme un tiret, comme un point, dépendamment de qu'est-ce qui n'est pas utilisé comme données dans les données elles-mêmes. Fait qu'on a ce premier type de fichier-là, fichier CSV, qui est disponible. J'ai une question de Raymond. Ray? Est-ce que vous m'entendez? Oui,
Je vais juste savoir, ben dans le fond, si, admettons, t'enlèves la virgule, admettons, après name, t'enlèves la virgule par Mhm, accident, puis tu le sais, qu'est-ce qui va se passer? Ça mhm. va-tu crash? Ben, ça va pas crash, mais quand il va essayer de le lire, il va avoir de la misère. Attends, je vais le refaire, puis on va le regarder, qu'est-ce que ça donne. Ici, je vais déliter celui-là. Et je vais remettre celui-là ici. Et là, je vais le rouvrir. Et là, on peut voir ici que quand il a essayé de le lire, là, ça a juste généré une erreur. Parce que il était comme moi, au début, et là, ici, j'ai enlevé cette affaire-là. Fait que là, il était comme j'ai donc 3 colonnes. Oups. Puis là, après ça, quand tu m'as donné une ligne, ben là, il y avait 4 colonnes. Fait que là, je sais pas quoi faire avec. Fait que comme le programme qui génère la petite table a planté. Puis, ben là, il était comme, je sais pas quoi faire avec ça. Donc, Tu vas juste te dire qu'il y a une erreur dans le fichier. exact. Là, ici, c'est parce que ça dépend de quelle application que tu utilises. Là, c'est comme une version un peu bébé là, de la présentation. Là. Mettons que tu essaies d'ouvrir ça dans Excel. Excel va comme faire voici ce que j'ai essayé de faire. Ça n'a peut-être pas d'allure, mais comme c'est ce que j'ai pu faire. Donne-moi d'autres instructions pour comme ou remanier le fichier parce que il y a quelque chose qui sent mauvais. Mais je me dis, si, admettons, tu es dans un espace de production, tu écris un programme ou quelque chose, puis tu interagis avec des bases de données, est-ce il va comme planter le programme ou il va être capable de quand même l'interpréter d'une manière, puis faire runner tout le reste des trucs? Ça va dépendre des différents programmes. Le principe ici, c'est que dans ces cas-là, hein, habituellement, ce qui va se passer, c'est que le fichier CSV, il a été généré par un autre programme, pas par un être humain. Hein, Oh, fait que ok. ce fichier CSV-là devrait être correct parce que c'est justement un programme qui l'a fait avec une procédure établie qui ne devrait pas focailler. Mais il n'y a rien de. Il n'y a rien de figé dans le béton, hein. Il y a bien des choses qui devraient arriver, puis la majorité des logiciels ne fonctionnent pas tout le temps. Puis tu peux commencer à comprendre pourquoi, parce que à n'importe quel moment, tu peux avoir une virgule qui manque, puis là, soudainement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je comprends. Mais ça veut dire que les chances que ça fait une faille, c'est faible puisque c'est généré par un autre Habituellement, logiciel. oui, c'est ça. Il va y avoir plus c'est critique, plus il y a des mesures qui sont mises sur pied pour pas que ça puisse arriver. Tu sais. Parfait, merci. J'ai une autre question de Pouya. Bonjour, monsieur. Bien, bonjour. En fait, une question, c'est que le dernier cours, vous avez dit qu'avec Pandas, ils sont pas capables de lire, genre, disons, les valeurs nulles ou comme si dans les tables, il manque, genre, de l'information, disons. Mais disons, où est-ce qu'il est comme, on veut importer un CSV, où est-ce qu'il y a une valeur nulle? Est-ce que ça va quand même ça va quand même fonctionner ou non? Euh, euh, dans Pandas, c'est possible d'avoir ces éléments-là. OK, donc moi, ce que... puis là, je me souviens pas exactement ce que j'ai dit parce que ça fait une session de ça. Mais je vais essayer de me reprendre puis dire que dans Pandas, c'est capable d'avoir... c'est pas, le nom, c'est pas nul, OK? C'est des valeurs NA, des valeurs qui sont inexistantes, OK? Puis, à partir de là, il faut prendre comme action sur qu'est-ce qu'il va falloir faire par rapport à ça. OK? Fait que là, est-ce que ça reste vide? Est-ce que ça devient une valeur par défaut? Est-ce qu'on fait juste enlever cette ligne-là d'information? Donc, tout ça, c'est des actions qu'on peut prendre avec Pandas, puis qui va avoir différentes méthodes. Nous, dans le cours, on ne fera pas vraiment toucher à ça. OK. Fait que ça devient un cours d'analyse de données, ce qui n'est pas le nom du cours. Parfait. Mais c'est des choses qui existent. Puis, tu sais, le principe, c'est que ça se peut que, tu sais, mettons, genre avec le contact, il n'y a juste pas d'adresse parce que tu as juste le numéro de téléphone. Fait qu'il faudrait que tu aies une virgule, puis qu'il n'y ait pas d'information, puis que ça soit juste vide derrière. Ça devrait pas être un problème, là. Pandas est capable de gérer des trous d'information. Parfait. Fait que ça, c'est notre premier type de fichier texte qui contient des données. Donc, celui-là, il est facile parce qu'il ressemble à qu'est-ce qu'on va
avec quoi on travaille depuis le début. Là. Le principe de ligne, le principe de colonne, hein, tout ça, c'est des choses qui, on est comme rendu pas mal habitué. On a un deuxième type de fichier texte qui va être le fichier JSON. Donc, le fichier JSON, lui, va représenter un dictionnaire. Donc, on avait vu la semaine passée le principe de dictionnaire en Python, hein, qui était le principe d'un rassemblement, une collection de clés-valeurs. Donc, comme le nom de quelque chose, puis rattaché à ça une valeur qui peut être réutilisée. Chacune des clés est unique, puis après ça, les valeurs, ben, les autres, ils peuvent être pas mal n'importe quoi. Fait que ce principe-là de dictionnaire, ce type de structure de données-là, existe dans la majorité des autres langages de programmation, mais n'ont pas tout le temps le même nom. Donc, en JavaScript, qui est un autre langage de programmation, qui est un langage notable parce que c'est le langage du web. Donc, dans notre navigateur en ce moment, là, sur les pages web, quand on a besoin d'avoir un programme qui roule pour être capable de faire des choses interactives, pour être capable de prendre des calculs, pour être capable de faire quoi que ce soit d'informatique, ben, sur la page web, il peut y avoir du code, puis ce code-là va être écrit en JavaScript. Fait que, en JavaScript, on a le même principe que les dictionnaires en Python, mais ils n'ont pas appelé ça des dictionnaires, eux autres, ils ont appelé ça des objets. Okay, nous autres, les objets, ça va être quelque chose d'autre. On n'a pas été capable de s'entendre là-dessus parce qu'en informatique, il n'y a personne qui s'aime, puis il n'y a jamais personne qui est capable de décider d'avoir une seule nomenclature où c'est que tout le monde est content. Fait que, on a le principe des objets JavaScript qui vont être le même principe que les dictionnaires. Fait que quand on a besoin de représenter un dictionnaire ou quand on aura besoin de représenter un objet JavaScript en tant que texte, pour être capable, mettons, de le sauvegarder sur une clé USB et de le donner à quelqu'un d'autre, ben, on a inventé une notation, hein, qui va me permettre de représenter de manière textuelle une variable, hein, un élément qui est un dictionnaire, qui est un objet JavaScript. On a créé le JavaScript Object Notation, okay, donc, ou le JSON. Okay, donc, ce n'est pas le JSON, c'est le JSON, qui me permet de représenter ces dictionnaires-là, ces objets JavaScript-là, de manière textuelle. Puis en fait, on l'a comme vu, parce que quand on a vu les dictionnaires, on a vu à quoi ça ressemblait. Là. Des accolades, la patente, 2 points, l'autre patente. Donc, on a un exemple ici de fichier JSON, où on va avoir effectivement un accolade. Puis, à l'intérieur des accolades, on va avoir différentes paires de clés-valeurs. Donc, une paire avec un nom, une valeur, une autre deuxième clé avec une valeur, une clé, une valeur, une clé, une valeur, une clé, une valeur, une clé, une valeur. Qu'est-ce qui va être intéressant avec le JSON? Ça va être le principe d'avoir de l'imbrication d'informations. Qu'est-ce que je veux dire comme imbrication? Bien, qu'est-ce qui arrive si on regarde adresse? Hein, donc ça, c'est la clé, adresse. Puis la valeur, c'est quoi? Bien, c'est un autre dictionnaire, c'est un autre objet JavaScript qui est imbriqué dans adresse. Puis une fois que je suis dans adresse, bien là, je peux aller regarder l'état. Donc, le principe ici, c'est que je peux partir de mon objet principal, aller dans une de ses propriétés, un de ses éléments, puis de là, je vais descendre encore plus profond, contextuellement, pour être capable d'aller chercher comme une information encore plus spécifique. Donc, le principe du JSON, c'est d'être capable de représenter des objets complexes, des structures de données complexes avec un seul bundle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que étant du JavaScript et non du Python, il y a certaines tournures qui sont un peu différentes. Comme ici, on peut voir qu'il y a des doubles guillemets autour des clés. En JavaScript, on n'a pas besoin, en Python, on n'a pas besoin de ça. Aussi,
les chaînes de caractères, ils ont des doubles guillemets, ça, on peut le voir. Puis en JavaScript, c'est la seule option. Donc, on a vu en Python que des guillemets simples, ça marchait aussi, des triples guillemets, ça marchait. Ben, en JSON, seulement les doubles guillemets fonctionnent. Il y a d'autres petites modifications, peut-être. On a des exemples comme, mettons, genre, on a vu la valeur boolean true, mais ça prend un T majuscule en Python, c'est en minuscule en JavaScript. Donc, des petites choses comme ça qui existent. Quand on parlait d'imbrication, on peut aussi imbriquer autre chose qu'un autre objet. Donc, admettons, ici, on a les numéros de téléphone. Puis, dans les numéros de téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a une liste, hein? On a un tableau d'informations qui est une liste de différents numéros de téléphone. Donc, on est capable d'avoir des listes d'informations à l'intérieur. J'ai une intervention de Mancourt. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Parfait. Donc, ce qu'il y a dans le rectangle là noir, on peut dire que c'est un enregistrement. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant avec le fichier JSON, c'est que lui n'a pas de lien direct avec les tableurs. Hein? Ah, d'accord. Parce que avec les informations imbriquées, ça se coordonne pas là, avec des lignes puis des colonnes. Fait que pour ceux-là, il va falloir faire des manipulations additionnelles ou des entourloupettes pour être capable d'avoir ça correctement. Parce que pour que ça soit un enregistrement, oui, ça ressemble à un enregistrement, là, puis c'est assez proche. Hein, où c'est qu'on aurait une première colonne, l'information, une deuxième colonne, l'information. Mais là, quand tu arrives ici, là, c'est comme une colonne, puis dans la colonne, il y a d'autres colonnes. Tu sais, ça marche pas avec notre conception courante, là. Ou le même principe ici, ça c'est une colonne, mais il y a comme deux informations, fait que ça faudrait que ce soit deux colonnes. Il y a comme des phrases qui finissent en point d'interrogation en ce moment-là. Fait que dans les librairies de Pandas, quand tu importes ça, il y a des options pour dire, ben, admettons, je veux que ça devienne ce qu'ils appellent ça flat, hein, pour pas que ça soit imbriqué. Fait que ça va devenir comme, il va faire une concaténation des clés, fait que ça va devenir address street address, address city, address state, address postal code, puis là, ça comme devient une colonne chaque, tu sais. Fait qu'il y a des moyens de moyenner, là, mais c'est pas tout le temps facile et convivial comme, mettons, genre le CSV, qui est presque un copier-coller conceptuel de qu'est-ce que nous, on travaille. Tu sais. D'accord, merci. J'ai une autre intervention de Jean. Oui. Et ces fichiers JSON, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va lire ces fichiers ou bien est-ce qu'on va tout simplement importer ces fichiers dans Google Colab comme on a fait ça et comme on a fait pour le fichier CSV? Cela aussi, ça va être quelque chose que Pandas va être capable de faire tout seul. Donc, on va voir que ça peut être un fichier JSON. On va voir qu'il y a d'autres manières de travailler avec le JSON dans quelques instants. Là. Mais ça peut être un fichier de la même manière qu'on avait l'autre tantôt, là, où c'est que je pourrais avoir quelque chose. Attends, j'en ai un de prête, je pense. Oui. C'est que c'est un fichier .json, puis à l'intérieur, il y a directement les éléments. On peut voir qu'il colorise les choses, hein, parce qu'il est conscient de qu'est-ce que c'est supposé représenter. OK, c'est bon. Parfait. Donc, ça fait le tour des fichiers CSV, des fichiers JSON. On va continuer notre épopée avec les autres types de fichiers. Mais avant ça, on va se prendre une petite pause. On va revenir à 19h05 pour regarder les fichiers Excel avec le principe de fichier externe. Fait que petite pause, retour à 19h05. À tout de suite. Donc, on s'était laissé avec les fichiers JSON. Hein?
Donc, on est en train de regarder des fichiers texte qui étaient capables de transmettre des informations. On avait vu les fichiers CSV qui étaient du même type que des tableurs. Puis, on avait le JSON qui était avec une structure de données imbriquée. Il est intéressant de mentionner que le JSON est particulièrement utilisé sur le web. Donc, quand on a des applications qui doivent communiquer entre elles, c'est le format pas mal standard qui est utilisé pour avoir des transmissions d'informations. C'est le JSON parce que ça me permet d'avoir une structure qui est facilement, contextuellement traversable. Okay, donc, je peux envoyer un gros bundle d'informations, mais à chaque étape, il y a juste une petite partie qui est facile à travailler avec. Il existe aussi des fichiers non-texte, qui sont quand même des fichiers, puis qui vont contenir une partie de données, puis pas nécessairement juste des données. Donc, on va avoir le principe de fichier Excel. Donc, comme on disait tantôt, les fichiers Excel, ce n'est pas des fichiers texte, mais c'est quand même des fichiers qui contiennent des données. Puis ces données-là sont quand même établies très semblablement avec quoi est-ce que nous, on est habitué de travailler avec les tables de base de données ou les data frames de Pandas, donc le principe de ligne, le principe de colonne. Là, je l'ai fait à l'inverse, colonne, ligne. Pour être capable d'aller avoir les différentes informations. En plus de ça, dans les fichiers Excel, on a le principe de feuilles de calcul, qui sont un peu comme des onglets qui me permettent d'avoir différentes sections dans lesquelles je peux aller mettre des informations. Puis après ça, il y a des cellules. Puis là, les cellules peuvent avoir plein de choses, mais ultimement, ils peuvent avoir des données à l'intérieur que nous, on va pouvoir aller extraire, qu'on va pouvoir aller utiliser. Il existe aussi un autre type de fichier qui n'est pas un fichier texte, donc qui est des fichiers SQLite, donc SQLite, qui est en fait une base de données SQL, mais qui est contenue à l'intérieur d'un fichier. Donc, le principe de SQLite, c'est d'être capable d'avoir les bonus, les avantages d'utiliser des requêtes SQL, d'avoir des tables, d'avoir un schéma défini, d'avoir des associations pour faire les relations entre les différentes tables, mais de couper assez pour que ce soit capable de se tenir à l'intérieur d'un seul fichier qui contient complètement toutes les données. Donc, SQLite, c'est surprenamment la base de données SQL qui est déployée dans le plus d'applications différentes. Donc, il faut faire attention parce que ça remplit une niche que personne d'autre peut remplir du fait que c'est un fichier puis qu'on n'a pas besoin d'avoir un accès externe, on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet, on n'a pas besoin de se connecter à un serveur pour être capable d'utiliser cette base de données-là, qui existe seulement à l'intérieur d'un fichier. Donc, c'est théoriquement la base de données qui est la plus utilisée dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé une niche très spécifique qui est les applications mobiles. Donc, quand j'utilise une application, l'application ne peut pas garantir toujours avoir une connexion, puis on ne veut pas nécessairement avoir un gros serveur qui roule, qui est capable de sauvegarder c'est quoi ma liste de contacts, admettons. Donc, le principe, c'est que les applications mobiles, quand ils veulent sauvegarder leurs données, puis qu'ils veulent utiliser une base de données, SQLite est comme le de facto de ce monde-là, de ce domaine-là. Donc, à chaque fois que tu ouvres une application et que l'application a besoin d'avoir sauvegardé des données, que ce soit ton journal de travail, que ce soit la quantité de courses que tu as faites cette journée-là, que ce soit ton contact, que ce soit ton journal de rêve. Donc, tous ces genres d'applications-là qui doivent sauvegarder des données vont souvent
habituellement utiliser une base de données SQL parce qu'on a vu quand même que la rigidité du schéma est un atout parce que ça nous permet de s'assurer que tout va bien aller puis que c'est exactement la forme que je veux que ça aille. Mais je ne veux pas avoir à installer quelque chose, je ne veux pas avoir à administrer une base de données. Donc, le SQLite est comme le juste milieu. Il y a des features qui ne sont pas disponibles en SQLite, on va les voir tantôt, là. Mais ça donne quand même beaucoup d'avantages plutôt que juste avoir un fichier texte qui n'a rien d'autre à l'intérieur. Donc, SQLite, la base de données la plus utilisée avec 1 trillion d'utilisations actives à cause que sur ton propre téléphone, tu en as sûrement une centaine de bases de données SQLite. Donc, au nombre de téléphones que tout le monde a, ça nous donne la base de données la plus utilisée. Si on regarde aussi ce principe-là de différents fichiers, juste pour démontrer que je ne vous dis pas de la foutaise. Si on regarde, donc je suis allé ici sur un gentil site qui s'appelle Kaggle, qui est un site de présentation de données. Donc, le but du site, c'est de partager différents sets de données pour que le monde se pratique, pour que le monde apprenne ensemble, pour que le monde puisse travailler sur plein de choses. Si je regarde dans les filtres, donc dans les datasets, c'est comme le monde veut te fournir des sets de données pour que tu puisses les regarder, pour que tu puisses travailler avec. Donc, si on regarde les types de fichiers que je peux télécharger quand je travaille avec des datasets, je peux voir que j'ai CSV, des fichiers Comma Separated Values, des fichiers JSON, donc JavaScript Object Notation, des fichiers SQLite, qui est une base de données SQL, puis il y a un dernier qui est un fichier BigQuery, qui est un peu le même principe qu'SQLite, mais celui-là, ça a été fait par Google, là, fait qu'il est un peu différent, fait que c'en est un autre qui est disponible. On peut voir ici les 3 de prédilection, c'est CSV, JSON, SQLite, qui sont les 3 que je viens de vous décrire. Donc, c'est vraiment ceux qui sont les plus utilisés. On a une dernière petite parenthèse, je veux dire, parce que ce n'est pas quelque chose que nous, on va utiliser, mais si vous voulez être capable de commencer à travailler dans le monde de la science des données, c'est habituellement quelque chose sur lequel tu vas tomber. Donc, souvent, il va y avoir des sites web, okay, ou des ce qu'on appelle des API. Donc, un API, hein, c'est un Application Programming Interface. Donc, le principe du Application Programming Interface, c'est d'être capable de parler à une application avec ta propre application. Fait que c'est 2 applications qui se parlent ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être capable de parler de ces différents éléments-là? Ben, c'est avec des API. Donc, c'est des manières de parler à différents éléments, à parler à différentes possibilités. C'est le principe d'API. Donc, sur le web, une des manières de créer des API pour être capable de transiger des informations entre des applications web, donc des applications qui sont accessibles à travers l'Internet, ça va être le principe d'API REST. Donc, le principe d'API REST, c'est des requêtes que tu peux faire, puis qui vont te fournir un résultat quand tu t'en vas faire cette requête-là. Si on a ces genres de requêtes-là, la majorité du temps, là, sur le web, le format de données, la réponse, ça va être du JSON. Donc, le principe, c'est que le JSON qu'on a vu, oui, c'est la patente, c'est ça qui va nous donner derrière. Donc, on a ces différentes possibilités-là. Puis, à partir de là, on va regarder comment aller sur des sites web, puis avoir ce résultat-là,
puis après ça, de l'importer dans nos différents programmes. Fait que le principe, c'est qu'on va vouloir faire des requêtes sur des sites web, mais là, ça ne sera pas un site web. Hein, parce que le principe d'un site web, c'est que c'est un utilisateur qui va dessus, qui clique sur des choses, qui s'en va voir des affaires. Le principe d'un API web, c'est, oui, c'est une adresse, mais l'adresse est supposée être allée regarder par un autre ordinateur. Et quand j'écris cette adresse-là, ce que je reçois, c'est des données qu'un autre ordinateur, qu'un autre programme pourrait travailler, pourrait utiliser. Donc ici, on a l'exemple de un API sur un site web qui s'appelle GitHub, qui permet de hoster puis d'avoir différentes possibilités, donc de gestion de sources. Puis on a ici un résultat en JSON, où c'est qu'on peut voir hein, la clé, la valeur, la clé, la valeur, la clé, la valeur, la clé, la valeur, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que j'aimerais ça être capable de faire, c'est prendre cette adresse-là, puis être capable d'avoir cette information-là dans mon programme, dans mon application en Python, pour être capable de travailler avec. Fait que pour être capable de faire ça, on a une librairie qui me permet de faire des requêtes web. Okay, cette librairie-là s'appelle Request. Fait que si on regarde à quoi ça peut ressembler le code qui travaille avec ça, donc on a ici le nom de la librairie, Requests. On a besoin de faire une requête. Donc à partir de la librairie, j'utilise la méthode qui fait des requêtes, donc qui fait ce qu'on appelle un get. On lui donne l'adresse. Puis là, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne comme réponse. Puis, qu'est-ce que ça nous donne, la réponse en JSON. Fait que là, si je regarde la réponse en JSON, je peux voir que ça me donne... Ça semble être la même chose en passant quand on travaille avec Google Colab. Puis là, particulièrement parce qu'on commence à utiliser Pandas puis des structures de données un petit peu plus complexes, à la place d'utiliser le print, je peux utiliser à la place la fonction display. Donc, la fonction display, c'est une fonction qui appartient juste à Google Colab, donc c'est pas du Python pur, là. Mais ça va prendre les résultats puis ça va essayer de les mettre d'une manière qui sont un petit peu plus visuellement le fun quand on travaille avec des données intéressantes. Donc ici, on peut voir que j'ai le print qui me donne cette réponse-là. Puis après ça, j'ai la méthode JSON qui va dire, ben, check si c'est du JSON, puis donne-moi-le en tant que... Puis là, on peut voir ici que ça, c'est un dictionnaire. Un dictionnaire de Python avec les clés, les valeurs, puis on a en fait le résultat que je recherchais. Là, ici, on a un élément intéressant. On a la réponse 200 là, qui traîne. Fait que, on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec ça. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, il va falloir aller voir les codes HTTP. Donc, quand on fait une requête sur le web, okay, c'est ce qu'on appelle une requête HTTP. HTTP, c'est le protocole qui me permet de transférer le code de la page. Okay, donc, je demande le code de développeur.mozilla.org/nus docs web http status. Puis là, lui, il est capable de me fournir toutes ces informations-là. Donc ça, c'est la requête HTTP. Puis la réponse, ben, c'est tout le code de la page. Mais avant d'envoyer tout ce code-là, il va envoyer ce qu'on appelle un code de statut. Okay, qui va dire, OK, ben, la requête que tu m'as demandé, voici ce que je te donne comme réponse. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il y a des problèmes? Puis, dans les codes de statut HTTP, il y en a sûrement un que vous connaissez. Okay? Parce que si j'essaie d'aller sur une page qui n'a pas d'allure, je ne sais pas si ça va exister, mais on peut voir ici que, okay, on a eu le page not found. Hein? Puis souvent, qu'est-ce qui est marqué avec ça? C'est marqué 404, page not found. Okay, je pense que si je le fais ici, ça le fait-tu avec ça? Non, ça dit juste page not found. Mais le principe, c'est le numéro qui est relié avec ça. C'est le code de statut 404. Hein, donc, le principe, c'est que tu as envoyé une adresse, puis l'adresse, ben, il ne semble pas avoir rien là. Donc, il n'est pas capable de répondre à cette requête-là. Donc, ça nous donne un 404 not found.
Fait que là, la question, c'est, OK, ben, si je peux voir que c'est un code de réponse, c'est quoi le code de réponse pour le 200? Fait que là, si je remonte, le 200, c'est juste OK. Donc, quand tout a bien été, quand la réponse a été envoyée avec succès, quand la requête a été successful, ben, ça nous donne le 200 OK. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que c'est juste ça a marché. Puis maintenant que je sais que ça a marché, ben, je peux aller chercher le contenu de cette requête-là pour aller voir, ben, là, ici, notre résultat. Puis là, je pourrais commencer à travailler avec ça. Là. Je pourrais commencer à aller chercher des informations. Donc, si je décide de mettre ça dans mon dictionnaire de réponses, là, je pourrais dire, ben, je veux aller chercher, hein, parce que les dictionnaires utilisent des crochets carrés, puis là, utilisent la clé. Hein, ben ici, admettons, je veux savoir c'est quoi les emails URL. Je peux voir que c'est ça, les emails URL. C'est ça qui était dans le dictionnaire. Je peux commencer à aller chercher, creuser les données pour aller chercher l'information que moi, j'ai besoin. Puis là, le principe aussi, c'est que il existe un paquet de différentes possibilités dans les types de données. Mettons ici, attends, si j'essaye de trouver des choses comme ça. J'essaie de trouver quelque chose d'intéressant à montrer en tant qu'API. Ici, comme ça. Ici, mettons que je change l'adresse. Puis là, je vais juste remettre réponse.json. Donc ici, le principe, c'est qu'on peut avoir un paquet de données de différentes choses. Donc ici, j'ai encore la réponse 200. Puis là, le principe, c'est que j'ai un site web qui me donne des informations sur des fruits. Puis, je peux voir ici, ben, c'est une pomme, c'est dans une telle famille, ok, je peux voir c'est quoi ses nutritions. Puis là, j'ai, ok, des abricots, puis j'ai des avocats, puis j'ai des bananes. Puis, on voit ici qu'on a un paquet d'informations. Puis là, je pourrais commencer à aller chercher chacune de ces informations-là comme je pourrais avoir besoin. Donc, dépendamment de l'API que tu vas aller chercher, tu pourrais aller chercher, mettons, des API de finance, puis là, commencer à aller chercher des différentes compagnies, savoir c'est quoi leurs actions, savoir c'est quoi leurs différents états financiers, des choses comme ça. Il n'y a pas de limite au genre de bases de données qui sont disponibles avec des API. On a un autre élément qui va faire partie de ça. Donc, on a le principe d'API, on a le principe de requête, on va recevoir la requête, puis on reçoit la réponse. Il faut juste avoir la bonne adresse. Fait que quand on travaille avec des adresses dans des API web, il va avoir le principe du REST. Donc, le principe du REST, c'est un autre acronyme là, pour RESTful State Transaction, quelque chose de même. Le principe, c'est que le chemin d'accès, le nom de l'adresse, va avoir de l'importance. Ici, j'ai un exemple, okay, où c'est que, admettons, j'ai une adresse qui finit avec /posts. Okay? Puis le principe, c'est que cela, ce qu'il me donne, c'est une liste, hein, donc on peut voir le petit crochet, de différents objets, hein, différents dictionnaires,
avec des clés, des valeurs, une clé valeur, une clé valeur. Là, ici, c'est du faux texte, là, okay, là, donc il n'y a pas rien de précis là-dedans. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, admettons que j'aimerais juste avoir ce troisième-là. Là. C'est celui-là que je vais aller chercher. À la place de devoir aller chercher toute la liste, puis là, après ça, de moi aller chercher ce que j'ai besoin, je peux utiliser le chemin pour aller dire, ben, OK, oui, je suis dans post, mais là, je veux aller chercher le /3 qui va me permettre d'aller chercher seulement l'information que moi, je voulais aller chercher spécifiquement. Donc, le /3 me permet de comme avancer dans ma requête possible, puis d'avoir comme un choix d'avance sur les données que je vais aller rechercher. Donc, le principe d'avoir ce chemin-là qui est comme prédéfini comme étant comme une sélection d'avance, c'est ça le principe d'API REST, donc d'avoir différentes options pour être capable d'aller chercher les informations, puis juste les informations que tu as besoin plutôt que le bundle au complet. C'est ça qu'on appelle des API REST. All right? Fait que on est prête à aller regarder. Fait que là, on a vu plein de types de fichiers puis de sources de données externes. On a aussi en tête les bases de données externes elles-mêmes. Fait que là, on va essayer de regarder comment est-ce que je peux prendre ces informations-là puis être capable de les importer en Python. Être capable de les importer dans mon programme en Python, dans mon environnement avec Pandas. Fait que pour être capable de travailler avec ça, Pandas nous offre une panoplie de fonctions d'extraction puis de chargement. Donc, on a, si admettons, on se retourne voir, on va aller voir dans la documentation de Pandas. Ici. Fait que le principe, c'est, hein, ici, on a un peu le processus ETL dans sa version la plus simple. Donc, on commence avec des sources de données. On va être capable de les importer puis d'avoir des data frames, ce qu'on va pouvoir faire des manipulations. Puis, à la fin, on va pouvoir le charger dans un fichier externe de nouveau. Fait que, comment est-ce qu'on est capable de faire ça avec Pandas? Bien, Pandas va nous offrir un paquet de fonctions qui s'appellent les fonctions read étoile. Donc, le principe, c'est que c'est pas le nom de la fonction, c'est pas read underscore étoile. Là. Le principe, c'est que c'est read underscore le nom du type de fichier que tu veux aller lire. Fait que si je veux aller lire, admettons, un CSV, ben, je peux faire read CSV, puis lui, il va être capable d'aller prendre les informations, construire ça à l'intérieur d'un data frame, puis te retourner directement ce data frame-là. Donc, on va essayer voir qu'est-ce que ça donne de ce côté-là pour voir est-ce que tout ça, ça fonctionne. Là, ici, je vais remettre le bon name.csv parce que là, on en a un qui était corrompu. On est correct. Parfait. Et on va aller en dessous de ça. Fait que on va importer notre librairie. On fait ça une fois. Puis là, après ça, on va vouloir avoir notre data frame. Puis notre data frame, on va utiliser le read CSV pour être capable de voir qu'est-ce qu'on a besoin. Puis là, encore une fois, le principe, c'est que plus on avance avec Pandas, plus on va comme regarder des fonctions, puis plus il va y avoir possiblement un petit peu de lecture de documentation à faire. Donc, si on regarde ici, on a plein de choses possibles, puis là, on a du texte, puis si on va aller voir, on devrait aussi être capable d'aller le lire en cliquant là-dessus. On peut voir qu'on a un paquet de différentes options. Les options, habituellement, sont en ordre d'importance. Hein? Fait qu'on voit la première option, c'est le nom du fichier que je peux utiliser. Okay? Après ça, on a un paquet de paramètres nommés. Hein? Fait que si, admettons, je regarde CEP, hein, je peux aller voir qu'est-ce que c'est supposé dire. Ici, en fait, on a même
une liste. On a-tu la liste? Ah non, attends, je l'ai mis ici. Dans la référence. On a le read CSV, puis là, on a comme les paramètres standards. Fait qu'on peut voir ici, bon, c'est quoi le nom du fichier. Hein, fait que dans mon cas ici, le nom du fichier, ça va être names.csv. Quand on met des fichiers dans ce dossier-là, le principe, c'est que je peux directement écrire le nom du fichier, puis il devrait être capable d'aller lire, puis d'être capable d'importer les différentes données. Fait que là, après ça, je peux faire display df. Si je fais juste ça, oups, j'ai mis un crochet carré parce que je ne sais pas pourquoi. Hop. Puis là, je peux voir que, OK, ça m'a automatiquement donné un data frame. OK? Parce que c'est avec Pandas, cette affaire-là, c'est un data frame. Hein, avec un shape 2-4, donc 2 lignes, 4 colonnes, qui est effectivement nos données, c'est 2 lignes, 4 colonnes. Puis on a même détecté automatiquement qu'on avait une première colonne, la première ligne qui était une ligne d'entête, hein, qui me permettait de nommer les différentes colonnes. Puis après ça, j'avais les différentes données en dessous de ça. On a vu aussi que le data frame avait besoin d'un index, donc il s'en est créé un automatiquement qui était des valeurs numériques. Parce que là, ici, le fichier CSV que moi j'ai fourni, il était pas mal standard. Mais si ce n'était pas le cas, on pourrait avoir, mettons, on avait tantôt parlé de qu'est-ce qui arrive si j'ai besoin d'avoir des virgules à l'intérieur de mes données. Ben là, je pourrais utiliser, mettons, des points-virgules comme séparateur. Ben, j'ai un paramètre nommé qui est la sélection du séparateur. Par défaut, c'est la virgule. Fait que je peux décider de c'est quoi le séparateur. Fait que je peux mettre un point-virgule à la place, puis là, ben, ça devient notre séparateur. Je peux décider aussi, est-ce que j'ai une ligne d'entête? Fait que je peux marquer 0 ou marquer none, dépendamment de qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, lui, par défaut, il est à l'inférence. Donc, lui, il va essayer de détecter automatiquement. Habituellement, il fait la bonne chose, mais comme s'il n'est pas capable ou s'il ne trouve pas la bonne réponse, moi, je peux le spécifier par moi-même. S'il n'y a pas de ligne d'entête, et que je veux avoir des noms de colonnes, ben, je peux lui donner une liste de noms. Donc, j'ai besoin d'avoir une liste. Okay, donc, array-like, c'est comme un tableau, comme une liste. Puis, ça va être la liste des noms des colonnes. Donc, on voit ici le principe de toutes les informations qui peuvent être intéressantes. Ça va être à l'intérieur de la fonction. Par défaut, 80% du temps, juste la version standard fonctionne, mais on a toujours des options pour être capable d'aller chercher plus d'informations, plus de variations. Fait que là, le principe, c'est qu'on a d'autres fichiers read. Donc, on peut voir qu'on a read JSON, on a read Excel, on a read SQL. Le SQL, on va se le laisser de côté pour l'instant. Il y a des affaires un petit peu plus funky qu'on va aller voir dans un instant avec. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a terminé avec tout ça, donc, oui, OK, j'ai fait les différentes informations, j'ai un data frame, puis là, j'aimerais ça prendre ces informations-là puis les sortir de mon data frame. Ici, on va se donner un exemple où je vais me faire... je vais utiliser describe. Ici, j'ai une méthode describe qui me génère un paquet d'informations qui juge pertinentes. Fait que le nombre de lignes, le nombre d'uniques, c'est quoi la première valeur, c'est quoi sa fréquence, des choses comme ça. Puis là, moi, j'aimerais ça que ça devienne un nouveau fichier, là. J'aimerais ça que ça, c'est mes données, mettons, mes résultats, OK, mes résultats révolutionnaires. Puis, je veux être capable de sortir ça de l'environnement, là. Ben, comment est-ce que je fais pour être capable de faire ça? J'ai des fonctions qui sont le tout quelque chose.
Donc, j'ai les read étoiles, mais je vais avoir les fonctions to étoiles qui vont me permettre de dire je veux que ça soit en CSV, je veux que ce soit en JSON, je veux que ça soit un fichier Excel. Fait que je peux ici faire tout CSV, puis là, je peux dire results.csv. J'écris ça. Puis je peux voir que ça apparaît à l'intérieur. J'ai fait un petit refresh, là, il n'est pas automatique. Puis une fois que j'ai ça, ben là, je peux regarder. Puis à l'intérieur, ben là, je peux voir, OK, il y a le contenu de qu'est-ce que je m'attendais. Puis là, ça, c'est un fichier que moi, je peux télécharger, que je peux apporter dans Excel, que je peux mettre dans un rapport, que je peux faire ce que je veux avec. C'est sorti de mon environnement. J'ai une question de Pouya. En fait, j'ai une question à savoir. Disons, si on importe un fichier CSV, puis ensuite on trouve pertinent de l'exporter comme fichier Excel, est-ce que c'est possible? Oui, totalement. Donc ici, je peux tout simplement changer ça à tout Excel. Et là, mettre XLSX. Là, ça me donne un fichier Excel. Là, c'est un fichier Excel qui... Donnez-moi un petit instant. Excel. Comme ça. Donc, ici, j'ai un fichier Excel qui va avoir à l'intérieur les informations que j'avais. Donc, c'est directement un fichier Excel. Il n'y a rien de plus standard que ça. Parfait, merci. J'ai une autre intervention de Jean. Oui, concernant la ligne de code dfd.describe, et puis ça retourne les informations qui sont dans le fichier JSON. Ben, là, en ce moment, Ouais, j'ai mis mon fichier CSV. Ah, OK, je comprends. Parce que tu avais déjà une fonction qui s'appelle df. OK, Oh, ouais. d'accord, c'est bon. Parfait. Fait que c'est ça, c'est le describe de ça ici. Puis là, on peut comprendre OK, qu'il y a bon. effectivement juste 2 lignes, il y a 2 uniques, blablabla. J'ai une autre intervention de Raymond. Yo, je veux juste être sûr, quand tu as écrit tout CSV, il n'est pas sorti avec les comment, avec les virgules, puis les, tu sais, genre non, virgule. Ok. Ouais, il est sorti. Le principe, c'est que lui, il est capable de comprendre que c'est un CSV, puis de l'afficher tel quel. Check bien qu'est-ce qui arrive si je renomme le fichier, puis je dis, t'es juste un fichier texte, fais aucune transformation. Mais toi, tu as fait tout CSV, fait que c'est supposé le transformer en CSV, c'est Oui, ça? c'est ce qu'il a fait. Mais OK. Google Colab reconnaît les fichiers CSV, puis il te fait de l'augmentation directe. Le contenu n'a pas changé, là. J'ai juste changé le nom de l'extension. OK. Okay? Parce C'est qu'il est lui qui le apparu comme ce reconnaît. que tu as à gauche. Ouais, il est apparu comme ce que tu Mhm. as, ce que tu à gauche. OK, fait que c'est normal, j'étais comme. Ouais, J'étais ouais. juste un peu. OK. Excellent. J'ai une autre question de Jean. Oui. Donc, quand vous importez ça, format CSV, ça va faciliter la lecture parce que les données ne sont pas changées. Donc, ça va tout simplement faciliter la lecture. Ben, le principe ici, c'est que ça va faciliter les transformations. Là, je n'ai pas rien fait de spécial, là, mais on pourrait commencer à trouver c'est quoi les moyennes, c'est quoi les fonctions d'agrégation. Là, on va voir plus tard dans le cours comment Ah, OK, rajouter OK, les données. Donc maintenant, c'est dans un OK, format qui est viable à la programmation. OK. Non, je comprends. Je pensais que c'était comme juste facile. Là, c'est juste faciliter la lecture. Ouais, non, c'est pas juste pour ça. C'est pour faciliter la manutention, la OK, parfait. manipulation, les modifications. OK. Donc, si je comprends bien, donc, c'est juste comme pour pouvoir comme mieux analyser les données. Exactement.
pour mieux OK. les Donc, exploiter. on fait des fourrages de données pour aller les analyser. Exact. OK. Mais est-ce qu'on va toujours, bon, OK, il y a d'autres outils à part de Colab, là. Donc, on peut utiliser comme, est-ce que c'est, dans notre cas, ça va être comme on va lire le tout dans Colab? Oui, nous autres, ça va tout être à l'intérieur de Google Colab, des environnements de notebook en Python. C'est ça que nous, on va utiliser. OK. Donc, mais est-ce que si on a si on a des données, puis dans l'exemple, et qui veut nous présenter des données sous format graphique, tout ça, est-ce que c'est possible dans Colab, non? Oui. Donc, mais par contre, il va falloir que tu attendes un petit peu parce que ça, c'est de OK, la visualisation. OK, parfait. C'est bon. Mais on s'en va là. C'est là qu'on s'en va. OK. J'avais une autre question de Hotman où j'y ai répondu. Non, c'est juste, ça va dans le même sens. Il y a, par exemple, quand j'ai vu Describe, c'est comme une fonction qui va formater, qui va transformer le contenu. Mais est-ce que, par il va exemple, en créer un nouveau, en fait. exact, il va créer un nouveau transformé. Mais est-ce Exact. qu'il y a, par exemple, on peut paramétrer, on peut avoir accès pour paramétrer ou, Oui. par exemple, pour mon cas, je veux juste le nom et le email qui va apparaître. Est-ce qu'il y a moyen de... Oui, donc à l'intérieur du data frame, le data frame, c'est une structure de données comme combinée. Là. Hein? On avait vu que c'était comme un mélange d'un dictionnaire puis un mélange d'un tableau. Fait que le principe, c'est que je peux utiliser ça comme si c'était un dictionnaire. Fait que si je dis j'ai DF, puis là j'utilise les crochets carrés, puis là, si admettons, je veux juste les noms puis les courriels, ben, je pourrais faire, je veux juste la liste avec les noms puis les courriels. Puis ça me donne juste cette partie-là. Ça entre dans la fonction. Puis là, si moi je veux juste le describe de ça, C'est parfait. fait que c'est ça qui est vraiment comme convivial avec Pandas. Là. Les manipulations deviennent très 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 rapides quand on est capable d'aller chercher l'information très 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 rapidement. Merci beaucoup. J'ai une autre question de Piskin. Je voulais juste savoir, est-ce que vous serez en mesure de peut-être nous donner un petit exemple ou une petite mise en contexte de comment vous testerez nos connaissances dans une situation d'évaluation par rapport à cette notion? Bien, certainement. C'est pour ça qu'on prend la période de la semaine prochaine au complet pour se préparer pour l'intra. OK. All right. Donc, on a les différentes fonctions qui me permettent de travailler avec le read to read JSON to JSON, read Excel to Excel. Puis, il va nous rester le read SQL puis le to SQL. Pour être capable de faire ça, le read SQL va avoir besoin de deux informations. Parce que pour se connecter à une base de données, on a vu qu'il nous fallait des informations de connexion. Hein? Le nom d'utilisateur, la base de données, le mot de passe. Puis avec ça, on était capable d'aller chercher les différentes informations. Fait qu'il va falloir être capable de spécifier cette information-là quand on travaille avec notre environnement en Python. Fait que, il va falloir utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle Create Engine, qui est dans une librairie qui s'appelle SQL Alchemy, qui est dans Google Colab. Donc, on va aller importer ça. On exécute ça. Puis là, le principe, c'est que dépendamment de à quoi je me connecte, je vais avoir différentes versions de ça. Fait que si j'ai un exemple avec une base de données Postgres, hein, puis si on utilise qu'est-ce que nous, on a de disponible depuis le début de la session, on sait qu'on a notre DVD rental, donc le username, c'était DVD rental. Le password, c'était DVD rental. Le serveur, c'était hololing.org. Et le nom de la base de données, c'était aussi DVD rental.
Fait que ça me crée ici un engin de connexion. Fait que là, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser le read SQL. Puis le read SQL va avoir besoin de deux éléments. OK? Un qui va être la requête, qui va me générer mon résultat, puis l'engin de connexion. Fait qu'ici, on va essayer ça. On va appeler ça DF3 parce qu'on a déjà DF1 puis 2. Et là, ici, on va y aller, admettons, dans Film. Qui, si je me souviens bien, était une des tables. Fait qu'on voit que ça a fonctionné. Fait que là, si je fais un display de DF3, j'ai maintenant la table qu'on avait vue dans notre base de données, mais là, on l'a à l'intérieur de notre environnement de Pandas. Fait que là, ici, si, admettons, je veux savoir, il y a combien de types d'années. Hein? Fait que je peux prendre release year, puis là, faire un describe comme on a fait tantôt. Puis, je peux voir ici qu'il y en a 1000, puis que la plus grande valeur, le min, c'est 2006, puis le max, c'est 2006. Fait que ça a l'air que tous les films dans la base de données, ils sont tous sortis en 2006. Hein? Fait que c'est des informations que l'on peut sortir de cette base de données-là. J'ai une question de Toufik. Oui, par rapport au release year, pourquoi des fois vous mettez 2 crochets, puis des fois vous en mettez 4? Comme tantôt, genre, vous avez mis 4. Oui. C'est parce qu'il y a 2 points? C'est parce qu'il y avait une liste de colonnes à sélectionner. Donc le principe, c'est qu'il faut tout le temps qu'il y ait une paire de crochets. Mais si je veux avoir une liste de colonnes, il faut que ça soit sa propre liste. Donc le principe, c'est que les crochets, la première paire de crochets, c'est je sélectionne quelque chose. Puis là, soit que je sélectionne une colonne, ou je sélectionne une liste de colonnes. Ok, c'est bon, merci. Parfait. Donc, on a le principe de select avec select étoile qui va tout chercher. En fait, avec cette version-là, je peux avoir une deuxième variation quand je veux juste aller tout lire le contenu de la table. À la place de marquer select étoile, je peux faire read SQL table. Puis là, le principe, c'est que j'ai juste besoin de donner le nom de la table, puis l'engin de connexion. Puis ces deux-là, c'est équivalent. OK, donc un ou l'autre, ça ne dérange pas. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec celui-là ici, c'est que je peux commencer à avoir des variations à l'intérieur. Hein? Parce que le select, on avait vu qu'on pouvait faire des choses intéressantes. Admettons que je reprends ça ici. Je sais que j'en ai 1000, là. OK, puis admettons que j'ai... length. Fait que, on va mettre ça entre... Fait que, mettons ici, je peux dire where length est plus grand que 70. Puis là, à ce point-là, ben, le principe, c'est que là, maintenant, j'ai plus toutes les valeurs. J'ai seulement ceux dont le length est plus grand que 70. En passant, quand on fait des data frames, là, qui a vraiment beaucoup de lignes, hein, là, il y en a 827, il ne va pas toutes les montrer par défaut. Il va te montrer les 5 premières et les 5 dernières. Si tu veux toutes les voir, tu peux cliquer sur le petit bouton magique. Puis là, à partir de là, tu peux commencer à aller sur chacune des pages comme tu veux pour aller regarder toutes les informations. Là. Mais par défaut, le principe, c'est que tu ne veux pas nécessairement comme cycler les informations. Tu veux utiliser différentes fonctions, différentes manières de représenter ces informations-là pour pas que ça soit justement trop de données. Là. Fait que par défaut, ça va t'afficher juste les 5 premières, les 5 dernières. Oups.
sans rien de plus. J'ai une question de Jean. Oui. Et concernant l'importation et de l'engine et puis la création aussi, est-ce que peu importe qu'on installe la base de données sur notre ordinateur local, on peut toujours appeler cette base de données-là? Ici, puisque cette... voyons. Puisque Google Colab, c'est la location d'un ordinateur à l'extérieur, la connexion ne peut pas se faire facilement avec un ordinateur local. Donc, quand vous allez le faire dans le travail pratique, moi, je vous donne les informations de connexion à utiliser pour être capable de l'avoir pour que ça soit fonctionnel. Dans le travail pratique, on n'utilisera pas DVD Rental. On va en utiliser un autre qui est avec d'autres informations à l'intérieur. OK. Donc, mais la BD qu'on installe sur notre ordinateur, est-ce que ça va être DVD Rental ou bien ce sont les informations DVD Rental? Ça va être les informations de DVD Rental que vous installez sur votre base de données locale pour faire des exercices sur juste la partie SQL. OK, mais avec ça, on va créer une autre BD pour le travail pratique? Non. Pour le travail pratique, ça va être une autre base de données complètement qui va seulement être disponible avec les informations de connexion que moi j'ai données dans l'énoncé de travail. OK, mais c'est pour pratiquer ou bien pour pouvoir exécuter soit des requêtes ou bien manipuler cette base de données-là, comment on va avoir accès à cette base de données? Dans l'énoncé, les informations de connexion vous sont données. Puis comme vous pouvez utiliser votre PGAdmin pour vous connecter aussi à cette base de données-là, comme n'importe quelle autre base de données, comme le DVD Rental que je vous donne. OK, donc les informations sont déjà disponibles là-bas aussi. Exact. OK, parfait. Après, je ne sais pas, parce que j'ai déjà installé PGAdmin sur mon ordinateur, mais là, le script que vous avez montré, est-ce que je dois d'abord connecter, parce que comme je ne peux pas tout simplement rouler le script comme ça, ou bien c'est juste comme rouler les scripts? Tu peux ouvrir la fenêtre de query, mettre le script, puis cliquer sur execute, puis attendre. C'est juste ça, après, comme les données vont être importées automatiques. Je n'ai pas besoin de créer, je n'ai pas besoin de mettre comme DVD rental, mot de passe, hostname, tout ça, je n'ai pas besoin de faire ça. Quand tu l'installes, ça devrait déjà être rentré pour toi, en fait. OK, mais ça installe avec Postgres, c'est comme localhost là. DVD rental, je n'ai pas de DVD rental là-dedans. Non, effectivement, c'est pour ça que tu as un fichier SQL de texte qui est la création de la base de données puis l'insertion de toutes les données qui est disponible sur Moodle. Au pire, s'il y a des problèmes, on pourra regarder à la fin du cours. Puis OK, c'est bon. Merci. J'ai une autre intervention de Madcourt. Ici, pour cette fonction, est-ce qu'on peut écrire juste from lint? Pourquoi on écrit from ou bien from film lint, c'est tout? Ici, le principe, c'est que je voulais avoir une condition additionnelle. Là. Oui, pourquoi on écrit where? Mettre ça. Select from film. Là. C'est juste pour démontrer la possibilité d'avoir des selects plus complexes quand on utilisait le read SQL. Oui, on ne peut pas écrire juste le nom de la colonne et on écrit la condition plus 70? Pas directement. Donc, il faut absolument avoir un where pour avoir une condition. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok, merci. Pas de problème. Super. Fait que ça fait le tour des éléments pour la connexion à des données externes, puis l'extraction de ces données-là pour avoir ça dans des data frames. On va se prendre une autre petite pause, puis en revenant de la pause, on va regarder les principes des SGBD, puis après ça, on va aller regarder le premier travail pratique. Donc, on va revenir à 8h et là, j'ai besoin d'un petit peu plus, à 8h10 pour être capable de profiter de tout ça. Donc, petite pause, retour à 8h10. 20h10. À tout de suite.
Fait qu'on s'était laissé avec les connexions à des fichiers externes. On a été capable de voir qu'on est capable de connecter des bases de données, puis d'extraire les données, d'avoir des data frames de notre côté. Là, ce qui nous reste à regarder ce soir, c'est les différents principes fondamentaux que les SGBD nous apportent. Parce que là, on a vu tantôt qu'on avait la possibilité d'avoir un fichier SQLite, qui était un fichier dans lequel il y a une base de données SQL, qu'on peut utiliser des requêtes SQL directement à l'intérieur. Ben, on veut être capable de... c'est une bonne question à poser. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un logiciel qui est un système de gestion de base de données qui roule sur un ordinateur et qui est capable de faire plein de choses? C'est quoi les plein de choses qu'il est capable de faire, autre qu'être la base de données SQL? Fait que les choses qu'ils sont capables de faire, c'est ce qu'on va voir avec les principes. Il y en a 4, puis il y en a comme un 5e qui en fait une autre série de principes pour un élément spécifique. Fait qu'on va aller regarder chacun de ces principes-là, on va les expliquer, puis on va aller donner des exemples de qu'est-ce que ça peut nous donner comme ajout. Donc, le premier principe, ça va être le principe de l'intégrité sémantique. Donc, ces deux mots qui sont lourds, fait qu'on va les décrire chacun de leur bord. Donc, premièrement, le principe d'intégrité, d'être intègre, c'est d'être capable de signifier que les données, que les valeurs à l'intérieur de ma base de données répondent à certaines règles, à certaines attentes qui peuvent être définies. Donc, le classique, quand on parle d'intégrité, admettons, c'est quand j'ai un compte de banque, le compte chèque, ben, le solde du compte chèque n'a pas le droit d'être négatif, admettons. Ou admettons que j'ai un numéro de téléphone, il faut que ça ait une certaine forme pour que ça fasse du sens. Si mon numéro de téléphone, c'est 537, ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas un numéro de téléphone, cette affaire-là. Donc, le principe d'intégrité, c'est d'être capable de dire « je vais respecter certaines attentes ». Puis après ça, le principe d'intégrité sémantique, donc le principe de la sémantique, c'est d'être capable d'avoir des règles, une syntaxe, une manière de présenter ces différentes règles d'intégrité-là. Donc, on va appeler ça des contraintes d'intégrité sémantique. Donc, on va aller les voir un petit peu plus tard quand on va parler de la création de table, mais on va voir qu'on peut spécifier que sur telle colonne, sur telle information, on a seulement le droit d'avoir telles attentes. Je veux pas que le solde soit négatif. Je veux qu'un numéro de téléphone, ça commence avec un indicatif régional, 3 chiffres, 4 chiffres. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que la base de données va être capable de refuser des opérations, va être capable de refuser des instructions qui ne suivent pas ces règles d'intégrité sémantique-là. Donc, si tu essaies de rentrer une information qui, avec le solde qui est négatif, avec un numéro de téléphone qui ne concorde pas avec les règles, ben, la transaction va être annulée, va être refusée. Fait que ça nous permet de garantir que les informations dans la base de données suivent les règles. Ça, c'est tout le contraire, admettons, d'un fichier Excel. Mettons que dans mon fichier Excel, OK, j'ai fait mon budget pour le mois, puis là, j'ai une colonne à chaque semaine, combien je budgète, OK, pour mes déplacements en auto, transport en commun, taxi. Puis là, par mégarde, je marque février dans cette case-là. Il n'y a pas rien dans Excel qui va m'empêcher d'écrire février dans une case où c'est que je suis supposé de mettre des valeurs numériques. Après ça, par exemple, tout casse, parce que là, j'avais 18 formules qui utilisaient cette valeur-là, puis là, tout devient rouge, puis là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Bien, le principe, c'est qu'une SGBD me permet de m'arrêter quand je vais faire ce genre d'erreur-là. Et ça, c'est le premier principe, l'intégrité sémantique. Deuxième principe, on va avoir le contrôle de concurrence. Donc, quand on a une base de données, c'est un élément qui va être accédé par plusieurs utilisateurs, par plusieurs applications, par plusieurs clients à la fois. Donc,
quand on a plusieurs personnes qui accèdent à la base de données en même temps, ben, ça se peut qu'il y ait certains problèmes qui sortent de là. Ça se peut que plusieurs personnes commencent à essayer d'aller chercher la même information en même temps. Puis, admettons que moi, je suis en train d'aller chercher une information, puis là, je commence à faire des calculs, puis pendant ce temps-là, quelqu'un vient changer l'information. Qu'est-ce qui arrive avec mes calculs, là? Est-ce qu'il faut que je les recommence? Est-ce qu'il faut que moi, j'aurais dû barrer l'accès? Est-ce que c'est pas grave, puis je suis capable de faire les calculs pareil? Parce que si, admettons, deux personnes commencent à aller lire, puis à la fin, ils sont supposés changer la valeur, ben, le premier qui va arriver va avoir une première valeur, puis là, va se faire écraser par l'autre qui a fait les calculs avec une valeur différente au début. Fait que ces problèmes-là, c'est des problèmes de concurrence. Deux actions qui vont essayer de toucher ou vont essayer de travailler avec la même donnée, puis qui vont commencer à essayer de possiblement la modifier en même temps, ce qui peut causer des dommages assez dramatiques. Les SGBD nous offrent des mécanismes, des systèmes qui vont nous permettre de contrôler ça. Donc, ça va nous permettre de décider est-ce que cette instruction-là, est-ce que cette transaction-là est assez importante pour qu'on doive dire ben, je veux pas que personne ait un impact sur qu'est-ce que tu es en train de faire. Fait que si tu touches à quelque chose, soit que tu attends ton tour, soit que tu bloques les autres, mais faut pas que d'autres personnes aillent toucher ce que tu regardes pendant que tu es en train de le faire. Donc, il y a plusieurs mécanismes possibles. Tu peux bloquer les autres, tu peux attendre ton tour, donc dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin, la criticalité de du délai de ta transaction, de ton opération. Puis, en gros, tu as plusieurs mécanismes qui te permettent de gérer ça. Parce qu'il n'y a pas de solution magique. Hein? Parce qu'on pourrait dire, ben, dès que quelqu'un touche à quelque chose, il n'y a pas personne d'autre qui a le droit d'y toucher, mais s'il y a 18 personnes qui veulent aller voir cette information-là, ça prendrait 3 heures à attendre que tout le monde aille passer au travers. C'est pas non plus une solution viable. Hein? Puis peut-être que c'est pas grave s'il y a plein de personnes qui regardent la même chose en même temps, tant qu'elle ne change pas de manière où c'est qu'il y a un problème de concurrence. Donc, on a du contrôle, donc ça nous permet d'avoir des switches, des leviers, des configurations possibles pour être capable de travailler avec ça. Fait que ça, c'était notre deuxième principe de SGBD. Troisième principe de SGBD, la fiabilité. Donc, le principe de la fiabilité, c'est quelque chose que vous avez sûrement vu dans, mettons, Office. Quand tu es en train de travailler sur un document Word, un PowerPoint, Excel, puis là, l'application crash, ton ordi crash, tout se ferme, tu as une panne de courant. Quand tu reviens dans Excel, Excel va te dire « Hey, je voyais que tu travaillais sur telle chose que tu n'avais pas sauvegardée. Est-ce que tu veux revenir à tel moment où c'est que moi, j'ai fait une sauvegarde pour toi? » Fait que ça ici, c'est le principe de la fiabilité. Donc, quand il se passe quelque chose de problématique, quand il y a un état de force majeure, une panne de courant, un bris de matériel, l'application est capable de revenir dans un état qui est pas si mal. Donc, avec Word, c'est pas super, là, okay, c'est pas parfait. Là. Le principe, c'est que ça te donne un délai de 2-3 minutes. C'est mieux que rien. Les SGBD, elles, ont des mécanismes de fiabilité beaucoup plus robustes, okay? Puis beaucoup plus profonds. Ça fait en sorte que quand il y a un bris quelconque dans la base de données va toujours être capable de revenir dans un état qui est cohérent. Okay? Donc, va toujours être capable de revenir dans un état intègre. Parce que s'il est en train de faire une modification, s'il est en train de décrire quelque chose, ben, il faut qu'il soit capable de comme revenir en arrière où c'est que ça ne brise pas rien, aucune des règles qu'on a établies. Donc, les SGBD ont des mécanismes de fiabilité où c'est que s'il y a une panne de courant, l'application crash d'une quelconque manière, quand tu vas la repartir, lui, il va être capable de comme faire un check-up là, pour voir est-ce que tout est correct. S'il y a des problématiques, il va être capable de comme revenir en arrière ou revenir dans un état où l'intégrité continue d'être garantie. Ça, c'était notre troisième principe des SGBD. On a un quatrième principe des SGBD, la sécurité. Donc, pour la sécurité, on va avoir le principe de rôle, puis d'utilisateur, puis de droit d'accès. Donc, c'est une affaire assez fondamentale en informatique. Quand un système d'information, c'est pas
on ne veut pas que tout le monde ait accès à toutes ces informations-là en tout temps. Donc, le principe de sécurité, c'est d'être capable d'avoir des utilisateurs, d'avoir de la granularité dans les contrôles d'accès. Lui, il a le droit de juste regarder cette table-là, lui, il a le droit de créer d'autres tables, lui, il a le droit de modifier des données, lui, il a le droit d'ajouter des données à telle place. Donc, tous ces éléments-là sont gérés avec des mécanismes de sécurité. Donc, quand on a le compte DVD Rental avec un mot de passe, qui peut juste regarder la base de données DVD Rental, puis il peut juste faire des selects, il peut pas effacer les données, c'est des mécanismes de sécurité que tu peux pas si, admettons, tu aurais un fichier Excel sur un réseau partagé où c'est que tout le monde qui a accès au fichier peut détruire le fichier, peut enlever une feuille, peut commencer à vraiment tout casser de manière vraiment désastreuse rapidement. Les SGBD nous offrent des mécanismes pour contrer ça. Fait que ça, c'est le principe de sécurité dans les SGBD. Ensuite, on va avoir le principe des transactions qu'on va devoir expliquer, puis après ça, on va voir qu'il y a des propriétés à ces transactions-là. Donc, on a vu le principe d'instruction en SQL, hein, donc la ligne de commande de select avec un point-virgule, puis là, ça faisait quelque chose. Quand on va commencer à travailler avec la modification de données, donc être capable de rajouter des données, de modifier des données, de créer des tables, il va avoir le principe que souvent, je vais vouloir faire un paquet d'instructions en même temps. Donc, je vais pouvoir bundler, hein, de mettre dans une espèce de package deal, un paquet, plusieurs instructions, puis ce package-là, ce bundle-là, ça va s'appeler une transaction. Donc, une transaction, c'est une ou plusieurs instructions qui vont être considérées comme étant un tout, okay, comme un tout qui va ensemble. Fait que, en ce moment, quand on fait un select, c'est une instruction, c'est la transaction. Mais il y a des mécanismes, encore une fois, d'autres commandes qu'on peut écrire pour faire en sorte que plusieurs instructions vont être packagées ensemble, ça va devenir une seule transaction. Puis, avec ces transactions-là, avec les SGBD, on va avoir des propriétés spéciales, okay? D'autres principes qui viennent nous aider, nous garantir des choses. Sont tellement cool qu'eux, ils ont leur propre acronyme qui va être les propriétés ACID. Okay? A-C-I-D, c'est chacune des lettres des premiers mots des différentes propriétés. Fait qu'on va aller regarder ces différentes propriétés-là ensemble. Fait que la première propriété, c'est l'atomicité. En passant, le acid, c'est aussi en anglais, là, fait que c'est atomic en anglais. Donc, le principe de l'atomicité, hein, le principe d'un atome, c'est l'élément indivisible en physique. Donc, c'est le même principe d'indivisibilité. Donc, quand on a une transaction, on dit que la transaction est atomique. Donc, on a la liste des différentes instructions. Puis, le principe, c'est que la base de données va être capable de soit faire toutes les instructions ou va en faire aucune. Et comment ça va marcher? C'est que lui, il va essayer de toutes les faire. Puis, si à un moment donné, il y a une erreur sur une des transactions ou il y a une problématique, il va être capable de revenir en arrière. Puis, les autres personnes qui se connectent n'auront pas vu les états intermédiaires là, pendant qu'il est en train de faire les choses. Donc, les SGBD sont capables de faire des transactions comme dans une espèce d'environnement scellé, hein, où on est capable de voir est-ce que tout fonctionne, puis là, si oui, OK, là, on est capable d'appliquer les changements pour tout le monde. Donc, quand on parle d'atomicité, c'est le principe que si, admettons, j'ai plusieurs instructions dans la même transaction, puis qu'en plein milieu, ça l'arrête, ça va revenir dans l'état avant chacune des instructions, donc avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. Fait que ça, c'est notre premier élément avec l'atomicité. Donc, on a ensuite la cohérence. Donc, on va voir que ça rejoint des fois les principes des SGBD générales, mais ça parle à l'intérieur des transactions. Donc, le principe, c'est que
quand on a une transaction, ça peut être plusieurs instructions. Puis, ce que ça implique, la cohérence de la transaction, c'est qu'à la fin complètement, après toutes les instructions de la transaction, la base de données va être dans un état qui est cohérent, dans un état qui est valide, dans un état qui est intègre. Ce que ça veut dire, ça veut dire que à l'intérieur de la transaction, des fois, ce qu'on peut faire, c'est être capable de dire aussi, ben, gars, là, je suis en train de faire un paquet de choses là, qui vont ultimement être correctes, mais entre-temps, ça se peut que ça semble invalide. Fait que tu peux dire à la base de données, hey, je m'en vais faire une transaction, check pas tes affaires jusqu'à temps que tu sois rendu à la fin. OK? Puis si à la fin, tu es capable de tout valider, c'est correct, tout va bien, tu peux appliquer le changement. Mais le principe de la cohérence, c'est que une fois que tout est terminé, puis qu'on appliquerait les changements, la base de données va rester dans un état cohérent. Fait que ça reste avec le principe d'intégrité sémantique, là. On a aussi le principe d'isolation. Donc, le principe d'isolation vient avec le contrôle de concurrence. Donc, quand on est en train de faire une transaction, on a plusieurs instructions, on est capable de dire ce bloc-là va être isolé de toute autre action qui va se passer dans la base de données pendant que je suis en train de le traiter. Fait que même s'il y a quelqu'un qui change une valeur entre-temps, soit qu'elle va être bloquée, soit qu'il va garder pendant un instant les deux valeurs comme côte à côte pour être capable qu'il n'y ait pas de problématique durant la transaction. Donc, on est capable d'isoler les données qui vont être utilisées dans la transaction pour pas qu'il y ait de problème de concurrence. Donc, ça, c'est au niveau des transactions, on parle d'isolation. Puis finalement, on a la durabilité. Donc, encore une fois, c'est un peu le même principe que la fiabilité, mais au niveau des transactions. Donc, le principe de la durabilité, c'est de dire que si je reçois le acknowledgement de la base de données que l'opération a été complétée, ça veut dire que ça me garantit que cette information-là est sauvegardée de manière persistante, puis que s'il y a un bris, s'il y a quoi que ce soit, ils vont être capables de retourner dans cet état-là. Donc, c'est pas en train d'enregistrer, c'est pas encore sur le disque, puis ça va aller dans quelques secondes. Quand moi, je reçois la confirmation, c'est comme une garantie que cette information-là a été enregistrée, tout est beau, puis même si tout plante la microseconde après, moi, j'ai reçu ma confirmation, fait que je sais que ça a été enregistré correctement. Fait que le A, le C, le I, le D, les propriétés acides des transactions. Donc, on a pas mal fait le tour de ce que je voulais voir aujourd'hui. Enfin, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans la partie magistrale. On va maintenant se retourner vers le premier travail pratique pour regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc, pour le premier travail pratique, il est disponible sur notre section de site de cours personnel, donc de notre groupe. Donc, INF 5111, groupe 30, hiver 2023. Donc, on a la section Travail pratique 1, dans laquelle on va avoir 4 activités. Donc, les 2 premières activités, c'est les fichiers qu'on va avoir besoin pour faire le premier travail pratique. On va regarder ça dans quelques instants. Moi, je veux porter votre attention sur l'activité de choix de groupe du TP1. Donc, le premier travail pratique se fait en équipe de 1 à 3 personnes. Donc, il faut sélectionner son équipe à l'intérieur de ce merveilleux petite activité de choix de groupe. Donc, vous allez vous trouver des coéquipiers. Puis, une fois que vous avez décidé votre équipe, ben, entre vous, vous allez dire, OK, ben, gars, il n'y a personne dans l'équipe 24, on va prendre l'équipe 24, on clique sur la petite pastille, puis ça nous met dans l'équipe 24. Donc, le but de ça, ça me permet de savoir c'est qui les équipes. Puis aussi, quand vous allez faire la remise, vous allez pouvoir faire la remise avec juste une seule personne. Donc, le principe, c'est il faut se trouver des membres de coéquipiers. Si vous avez besoin de rechercher des membres de manière généralisée, on peut retourner sur le site de cours principal. On avait le
channel Mattermost du cours. Donc, sur le channel Mattermost du cours, on a ici du monde qui se recherche des personnes en équipe. Donc, faire attention, vous êtes en ce moment dans le même channel, puis il y a 2 groupes différents, le groupe 20 et le groupe 30. Donc, si vous êtes à la recherche de coéquipiers, vous pouvez faire une annonce pour essayer de trouver du monde à l'intérieur de ce channel-là. Puis, je vous conseille fortement de spécifier votre groupe parce que ça serait dommage de se rendre compte à la dernière minute que vous n'êtes pas dans le même groupe pour la remise. Donc, à l'intérieur de ça, vous pouvez faire, puis il y a du monde hier qui ont commencé à se former des équipes pour le groupe 20. Donc, n'oubliez pas de bien mentionner le groupe. On a ensuite l'activité de remise. Donc, la remise se fait le 20 février avant 23h59. Donc, il nous reste un petit peu moins de 2 semaines pour faire le travail, ce qui devrait être amplement de temps. Donc, il faut être dans un groupe pour être capable de faire la remise. Il va juste avoir une remise à faire par équipe. On va regarder comment faire la remise dans quelques instants quand on va regarder les différents fichiers, mais je voulais rappeler les différentes dates. En passant, pour ceux qui ont des problèmes avec les dates, on peut aussi toujours aller regarder à l'entente d'évaluation où c'est qu'on a les différentes dates qui sont disponibles à l'intérieur de ça. Fait qu'on va aller regarder les fichiers qui sont fournis, puis on va aller voir aussi l'énoncé de travail. Donc, on a un fichier CSV qu'on peut télécharger. Là, ici, attends, on va changer un petit quelque chose. J'ai oublié de faire en sorte que ça se télécharge de manière facile et conviviale. Donnez-moi un instant. OK. Donc, on peut cliquer sur l'énoncé du TP1. Ça va télécharger le TP1. Ça va être un notebook Python. Donc, pour être capable de l'utiliser, on peut revenir dans Google Colab, puis vous allez pouvoir faire le Upload Notebook. Hein, puis vous allez pouvoir glisser ce fichier-là, puis vous allez pouvoir commencer à travailler avec. Donc, le fichier, donc là, ici, je l'ai déjà mis, il est déjà avec l'énoncé et à l'intérieur du document. Donc, le principe, c'est que vous allez pouvoir travailler à l'intérieur de ce document-là. En passant, vous pouvez partager le document avec vos coéquipiers pour que vous puissiez tous travailler dans le même environnement ensemble. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du travail pratique. Donc, le travail pratique, c'est de mettre en pratique toutes les notions dans un problème global pour être capable d'avoir une espèce de vue d'ensemble de ce qui est possible. Donc, le but, c'est 2 parties. On a une partie qui va être une reconstruction de données. Donc, on va avoir différentes sources d'informations, puis nous, on veut consolider ces sources d'informations-là ensemble dans un seul data frame qui va nous permettre de faire des manipulations, de faire des requêtes pour trouver les éléments importants. Donc, on a une partie des données qui va être dans une base de données Postgres. Donc, je vous donne ici les différentes informations pertinentes pour être capable d'aller chercher ces informations-là avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on peut se connecter, on va importer, puis là, ici, on a 2 tables, mais nous autres, ultimement, on va vouloir juste un data frame. Fait qu'il va falloir être capable de faire la fusion des éléments, de faire le merge, de faire la jointure des éléments pour être capable d'avoir un seul data frame. Puis, on a aussi, sur le site de cours, un fichier CSV qu'il va falloir aussi importer, puis qu'il va falloir fusionner avec ce qu'on a fait préalablement. Donc, encore une fois, pour le fichier CSV, vous le téléchargez, puis vous pouvez venir le mettre à l'intérieur de l'onglet Fichier de Google Colab pour être capable de travailler avec. Faire attention, si vous arrêtez puis que vous revenez une journée après sur cet environnement-là, il va falloir réimporter le fichier CSV pour que tout fonctionne correctement.
Fait que ça, c'est la première partie qui nous dicte qu'on a plusieurs sources de données qu'on veut consolider en une seule source pour être capable d'avoir quelque chose de viable pour notre analyse. Donc, une fois qu'on a cette source de données-là unique, on va être capable de tomber à la partie 2 qui va être à l'analyse de données. Donc là, on va vouloir utiliser les différentes fonctions d'agrégation qu'on a vues. On les a vues avec l'SQL. C'est aussi disponible avec Pandas. Donc, vous pouvez faire un peu de recherche, de la documentation, de la recherche Google pour être capable de trouver ces différents éléments-là, des choses qu'on voit aussi à l'intérieur des laboratoires. Pour être capable de trouver la réponse à différentes questions qui vont être, pour chacune, un bloc de code à remplir. Donc, le principe, c'est que pour le travail pratique, vous devez, où c'est que c'est marqué code ici, remplacer les blocs vides par du code que vous avez fait qui répondent à chacune des questions. On a... le principe, c'est que vous faites ça, vous le roulez, tout va bien, vous avez toutes les réponses. Là, vous êtes prête à faire la remise du projet. Donc, quand vous avez besoin de faire la remise, vous devez venir le déposer sur Moodle. Comment ça va se passer? C'est que vous pouvez télécharger ce que vous avez fait de Google Colab. Donc, si vous retournez dans l'onglet File, pendant que vous avez votre TP d'ouvert, vous avez l'onglet Download. Et dans l'onglet Download, il va y avoir le .ipynb. C'est ça qu'on veut télécharger. C'est ça qu'on va vouloir remettre pour la remise avant le 20 février. Super. Fait que c'est pas mal ça qui se passe avec le premier travail pratique. Cette semaine, à l'atelier, on pratique l'extraction de données de sources externes. Puis les 2 ateliers prochains vont aussi être disponibles pour pouvoir poser des questions si vous êtes bloqué sur le premier travail pratique. Excellent. Fait que ça ferait le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, si dans l'activité de choix d'activité, tu t'es trompé, puis tu as cliqué trop vite, ou tu as cliqué sur où c'est qu'il y avait déjà quelqu'un, il n'y a pas de manière de sortir de là pour éviter des fourberies de monde qui change d'équipe à la dernière seconde ou des choses comme ça. Donc, il faut m'envoyer un gentil courriel ou un message sur Mattermost pour être capable que je vous change d'équipe de manière manuellement. Dernière chose aussi, pour les choix de groupe, vous avez les 8 prochains jours pour faire le choix de groupe. Après ça, moi, je vais enlever l'activité. Encore une fois, c'est que si, admettons, vous êtes 2, je ne veux pas qu'il y ait une 3e personne qui se joigne de manière furtive à l'équipe avant la remise pour qu'il se fasse passer comme membre de l'équipe. Donc, vous avez seulement 1 semaine et 1 jour pour être capable de compléter, trouver votre équipe et faire votre choix de groupe. Donc, ne tardez pas pour aller sélectionner une équipe. Est-ce qu'on a des questions par rapport à qu'est-ce qu'on vient de mentionner ou on est prête à se lancer là-dedans? Une fois vendu? 2 fois vendu? C'est bien, merci. Excellent.